Bénédicte Liénard, Gervais Pellissier, merci d'être avec nous pour explorer la manière dont le groupe Orange vit ses transformations et la façon dont les compétences s'adaptent à ces transformations. Bonjour, donc Gervais Pellissier, bonjour. On commence ces séquences entreprises avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les tendances et les transformations de la société qui impactent Orange? Et quand on a préparé cette interview, on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'éléments qui impactaient votre business model. C'est vrai, déjà bonjour et merci à Netexplo et ses partenaires d'organiser cette session, parce que je crois que ce sont des sujets qui sont au cœur de nos transformations en ce moment. Et d'ailleurs, le fait d'avoir dû basculer en distanciel montre que, comme il a été déjà dit ce matin, que ces transformations sont vraiment là. Alors pour Orange, je crois qu'il y a, sans être trop long, il y a déjà une première étape importante. Orange, c'est l'ancien France Télécom. C'est que peut-être par rapport à d'autres entreprises qui sont présentes aujourd'hui, c'est une entreprise qui, dans les 30 dernières années, était une administration qui avait des usagers en monopole et qui est devenue une grande entreprise du secteur concurrentiel, aujourd'hui est CAC 40, et qui, je dirais, n'a plus que 40% de part de marché sur des marchés où autrefois elle avait 100%. Il ne faut jamais l'oublier, c'est probablement dans les différentes entreprises qu'on peut regarder, une de celles qui a le plus vu transformer son modèle économique, son modèle de clientèle, son modèle de concurrence, et qui aussi a, de par cette transformation, vécu aussi une transformation de l'interne dans ses collaborateurs, puisque en 1993, Orange, c'était 143 000 fonctionnaires. 143 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 145 000 collaborateurs, 143 000 fonctionnaires en France. Aujourd'hui, c'est 145 000 collaborateurs, dont à peu près la moitié en France, et encore 32 000 fonctionnaires. Donc c'est vraiment une évolution, je pense, que d'autres n'ont pas connue probablement avec la même ampleur. Et puis, pour prendre les 20 dernières années, c'est une entreprise qui est au cœur, je dirais, de la transformation de nos vies, puisque il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone mobile, on n'avait pas d'Internet, pas de téléphone mobile. Donc vous étiez client de France Télécom pour votre téléphonie fixe, pour un certain nombre de transmissions pour les grandes entreprises. À partir de 1995, on est client pour du mobile. Et puis à partir de 2000-2005, on est client pour de l'Internet avec l'arrivée de la DSL. Donc une énorme transformation technologique. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Aujourd'hui, c'est la fibre, c'est la 5G, bientôt la 6G. Donc c'est vraiment la transformation technologique qui est un élément majeur. Et derrière ça, s'ajoute pour moi deux ou trois choses. C'est le défi environnemental. Et là-dessus, je crois qu'il a été dit par tout le monde qu'on y était. Mais avec une interrogation supplémentaire pour le secteur du numérique qui, jusqu'à présent, par rapport à nos amis énergéticiens ou à d'autres, on se dit, nous, on contribue à aider au défi environnemental. Sauf que le numérique, au total, c'est 17% des émissions de CO2. Donc la pression est venue maintenant sur cette industrie elle-même, même si les opérateurs télécoms qui, eux, opèrent les réseaux, ne sont pas obligatoirement le maillon le plus sensible de la chaîne ou le plus consommateur de la chaîne. Et ça, je le dis d'ailleurs pour nous tous, la plus grosse consommation dans l'industrie numérique, ce sont les terminaux. C'est l'usage qu'on en fait, c'est le fait de changer de terminal, c'est tout ça le plus gros de l'empreinte carbone de notre industrie. Donc le défi environnemental, il est là aujourd'hui, à l'intérieur de nous-mêmes, et plus seulement comme quelque chose qu'on peut accompagner de l'extérieur. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis le défi technologique, il a, je crois, eu aujourd'hui, en partie dans le numérique, un effet anthropologique, avec deux dimensions. La première qui est que désormais l'innovation vient par le consommateur et le client et plus par les entreprises. Enfin du moins pour l'offre qu'on apporte en termes de numérique à nos salariés. Je crois que nous tous, autour de la table, nous ramons pour avoir la même offre numérique à l'intérieur de l'entreprise que celle qu'on trouve comme consommateur à l'extérieur. Et ça, c'est un vrai changement, je trouve, anthropologique, parce que jusqu'il y a encore 15 ans ou 20 ans, l'entreprise vous apportait plus de technologie dans votre métier que vous n'en aviez à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un changement majeur. Et puis, il y a un deuxième élément qui est que les nouvelles formes de travail, pour moi, et ça, c'est pas spécifique à Orange, mais Orange est un peu marqué par ça, c'est aussi pour moi un défi sociologique, parce que avec ces nouvelles formes de travail, ça a été un petit peu dit dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure des conclusions, on change le rapport au travail, on change le rapport aux autres. Et là-dessus, Orange, on a essayé de regarder deux domaines. On a lancé des équipes de neurosciences pour voir un petit peu comment
ça a déformé un petit peu notre façon de penser, d'agir, de réagir quand on était en distanciel, en présentiel. Ça, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. Et puis, un autre enjeu, et d'ailleurs, on est accompagné par une partie des partenaires de cette étude aujourd'hui, c'est quand même les conséquences sur le risque psychosocial avec ces nouvelles formes de travail. Je prends un exemple. Je pense qu'on aura moins de harcèlement en présentiel, mais on aura plus de cyberharcèlement, de harcèlement à distance avec les nouvelles formes de travail. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et tous ces changements, évidemment, on essaye de les prendre en compte, mais surtout de les comprendre et puis de voir comment on peut après les appréhender, avancer dessus et trouver des solutions. Merci. Merci. Donc on comprend effectivement ces mouvements à la fois internes et externes. Alors ce qui peut être intéressant, Bénédicte Lénard, c'est de savoir quels sont les principaux enjeux à relever pour les personnes et les organisations qui s'imposent à vous dans ce groupe, dont je rappelle quand même un groupe de 150 000 collaborateurs, donc un terrain de jeu de la transformation qui est immense, et des collaborateurs qui sont répartis partout dans le monde. Absolument, Guillaume. Bonjour à tous. Dans ce contexte d'accélération des transformations, je dirais, ça nous amène 3 défis principaux à relever. Le premier, je dirais, c'est celui de l'adaptabilité, la capacité des individus et des organisations à mieux gérer l'incertitude et les aléas. C'est un changement assez fort de paradigme, avant tout bien sûr culturel, mais aussi structurel. On passe d'un monde, je dirais, où on valorisait essentiellement la capacité à prévoir et la capacité à réaliser une prévision, à un monde où ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est la capacité à s'adapter, à trouver avec son équipe la meilleure voie en temps court. Ça change, voilà, ça nécessite de raccourcir nos capacités de décision, d'être capable aussi de les décentraliser toujours plus. Ça remet en question nos systèmes d'évaluation de la performance et de la reconnaissance notamment. Le deuxième défi dans ce monde-là, c'est d'aider chacun et l'entreprise à redéfinir les grands équilibres. On est dans une période marquée par des bouleversements de tous nos repères, de lieux, de temps, d'outils, de relations à l'autre. Et le défi pour l'entreprise aujourd'hui, c'est pour le maintien à la fois de la performance collective, mais aussi du bien-être et du plaisir au travail de chacun, de se donner les moyens de redéfinir les grands équilibres professionnels, personnels, formels, informels, distanciels, présentiels. Voilà, toutes ces dimensions-là, aujourd'hui, qui sont bousculées et qui nécessitent d'être repensées. Et le troisième défi, ça a été cité tout à l'heure, on y tient beaucoup, je pense que c'est le care. L'attention à l'autre, vous parliez de considération, comment garder les moyens de prendre soin de l'autre et de prendre soin de soi dans ces équilibres bousculés. On a besoin de confiance donnée, de confiance accordée dans les nouveaux modes de management. On a aussi besoin de confiance en soi et d'assurance pour être capable d'aller vers ces modes de management moins dans le contrôle et beaucoup plus dans la confiance et la décentralisation. Merci beaucoup. Donc, on le comprend, l'humain et les compétences sont au centre de vos préoccupations pour cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous dire, Bénédicte, ce que vous avez mis en place chez Orange pour faire face à ces défis ? Oui, bien sûr. Effectivement, chez Orange, nous sommes convaincus que la transformation a comme enjeu principal, mais aussi comme levier, comme atout principal, le facteur humain. Ce sont avant tout les hommes et les femmes de l'entreprise qui, par leurs idées, par leurs actions, par leurs interactions au quotidien, transforment l'entreprise. Et rendre l'entreprise capable de faire face à ces transformations, c'est avant tout rendre chacun et chacune capable de les comprendre, de les appréhender, voire de les anticiper, et d'y jouer un rôle positif. Alors pour cela, peut-être, je peux citer quelques-unes de nos actions. La première, c'est déjà que la transformation en tant que thématique soit une thématique prioritaire explicite et assumée dans l'entreprise depuis 3 ans, portée par un membre du comité exécutif du groupe en tant que tel, explicitement, aujourd'hui adossé à la fonction de directeur des ressources humaines groupe, donc en extrême proximité. Pourquoi ? Parce que la transformation, ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas. En revanche, ça s'impulse et surtout ça s'accompagne. Et donc le rôle d'une direction de la transformation est adossé à une direction des ressources humaines, c'est avant tout d'être dans cette impulsion et dans l'accompagnement au quotidien. Cet accompagnement, il passe aussi par l'investissement qui est fait chez Orange sur la formation.
rendre les managers et les équipes capables de comprendre ce monde, ces tendances, et de trouver leur propre voie avec leurs équipes et dans leur métier pour avancer dans ces terrains-là. Ça passe à la fois par l'élargissement des formations. Je voudrais citer le fait qu'une ressource très précieuse pour le groupe qui est Orange Campus, qui était jusqu'à récemment réservée aux cadres du groupe, a été récemment élargie et mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs, permettant à chacun, j'allais dire, de se former et d'être solidifié dans ses compréhensions de ces nouvelles tendances et de ces nouvelles compétences. L'élargissement, c'est aussi le fait de sortir de silos d'expertise. L'agilité qui était citée tout à l'heure n'est plus l'apanage, j'allais dire, d'équipes projet. On est capable aujourd'hui de proposer de manière très simple l'ensemble des fondamentaux d'un fonctionnement agile à tous les collaborateurs du groupe, pour que ce soit à la fois un vocabulaire et une culture partagée, y compris, je dirais, sur des fonctions support. On va aussi investir sur des choses plus ciblées, avec un CFA, par exemple, sur la cybersécurité ou des parcours de professionnalisation ou de sensibilisation à la data, à l'IA. Et enfin, des investissements pour aider les managers à évoluer dans la transformation. C'est aussi former quelques profils solides, quelques dizaines de profils du change management, qui sont ensuite en mode de conseil interne, mis à disposition. Ce n'est pas de la formation, on les met à disposition pendant plusieurs mois des équipes, des managers, pour les accompagner in situ dans la réalisation de leur transformation, et dans le respect, j'allais dire, des spécificités de leur pays, de leur culture et surtout de leur métier. Voilà. Merci. Merci. Gervais Pellissier, on sait que le groupe Orange a différents enjeux, renforcer votre leadership notamment dans les infrastructures, s'engager durablement pour l'inclusion et le climat, et placer la data aussi au cœur de l'innovation. Alors, finalement, comment est-ce que vous allez relever ces défis de toutes ces compétences d'avenir qui ont été évoquées? Alors, on a, déjà, comme je pense tout groupe, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration, que ce soit une fondation, on a tous quelque chose qui essaye de donner du sens. Et je crois que la raison d'être qu'on a travaillé en 2019 est pour nous quelque chose d'important. C'est peut-être c'est formulé de façon plus claire quelque chose qui était déjà sous-jacent, mais le sens est important par rapport à tout ce que vous dites. On ne déploie pas des réseaux parce que industriellement on est organisé pour déployer des réseaux. On déploie des réseaux parce qu'on pense que ça donne du sens à ce qu'on fait. Alors le sens économique, mais derrière le sens sociétal, et ça c'est important. Et je crois que ce travail sur le sens, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important derrière tout ce qu'on peut faire sur les compétences techniques, sur alors ce qu'on appelle les hard skills, mais c'est vrai que j'aime pas beaucoup ces mots de hard skills, soft skills, parce que déjà soft c'est quelque chose de mou, c'est un peu comme pour moi l'anglais dans ces moments-là c'est un peu comme les chansons des Beatles, c'est beau à entendre mais on comprend pas très bien ce que ça veut dire, et j'ai toujours un petit doute, et je préférerais moi revenir sur ce sujet-là, un enjeu majeur qu'on a discuté d'ailleurs avec une partie de nos collègues RH des grandes sociétés, c'est que on a besoin de renforcer les capacités au sens que Paul Ricoeur donne à ce mot, c'est-à-dire la liberté et la capacité d'agir. La compétence technique en tant que telle, évidemment qu'on en a toujours besoin, en particulier dans un certain nombre de métiers clés. Je pense à la cyber, où on a d'ailleurs créé un centre de formation d'apprentis pour former nos propres personnes. Mais sur le reste, je crois que l'enjeu majeur, c'est ce développement des capacités. Et le développement des capacités, c'est un mélange d'enseignement, un mélange, je dirais, de modèle d'apprentissage, comme l'a d'ailleurs très bien dit la ministre. On ne peut pas avoir d'un côté l'enseignement qui reste toujours un peu théorique, par définition, sans avoir l'apprentissage, parce que quand on dit la transmission des savoirs dans une entreprise, c'est ça, c'est pas de l'apprentissage théorique, c'est pas, j'ai encore jamais vu des techniciens je dirais, donnant des cours spécifiques comme on pourrait le faire en école. C'est bien l'apprentissage sur le tas, la transmission, je dirais, et c'est ça l'enjeu majeur dont on a besoin. Et tout ça, c'est comment on apprend à se conduire, le savoir-faire, le savoir-être, et aussi l'appréhension de ce savoir-faire, de ce savoir-être, dans une transformation numérique qui change la donne, parce que c'est plus les outils de demain qu'on ne connaît pas encore, ou les outils d'aujourd'hui, ne sont pas ceux d'hier, et la façon
d'interagir avec eux, change aussi la donne. Et c'est tout ça qui, pour moi, est un enjeu majeur dans ce qu'on doit faire aujourd'hui dans l'évolution des compétences, avec un accent majeur mis pour moi sur ce sujet des capacités, disons des soft skills, au moins tout le monde comprendra ce que je veux dire, qui est pour moi le plus important. Les hard skills, on y arrive quand même. Après, ça ne veut pas dire qu'en formation initiale, on n'a pas besoin de plus de gens qui ont été dans des hard skills. Je pense en particulier les ingénieurs, les techniciens. C'est un enjeu majeur pour ce pays. On ne forme plus suffisamment d'ingénieurs, on ne forme plus suffisamment de techniciens. Là, on a besoin des hard skills, mais les hard skills de la formation initiale. Et ça, il faut le garder. Quand on ne les a pas dans la formation initiale, c'est très difficile sur ce type de hard skills de voir plus tard. Le meilleur exemple, c'est les médecins. C'est quand même difficile à 50 ans, quand on n'a fait que des études littéraires, de devenir médecin. Hein, si on n'a pas eu ce cœur de formation initiale dans des sciences dures. Voilà. Merci. Donc on garde évidemment un socle de compétences qui est lié à son métier, et puis on développe autour de ces compétences des capacités qui sont nécessaires à la transformation de l'entreprise. C'est ça. Merci beaucoup Bénédicte Liénard, Gervais Pellissier, d'avoir partagé avec nous la manière dont le groupe Orange vit ses transformations et adapte pour l'avenir ses compétences.